Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Hervé et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'interroger sur ce que ça signifie être un chef et accompagner des chefs à l'ère des outils d'IA générative. Toi, tu viens du monde militaire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours et est-ce que cette expérience t'apporte aujourd'hui dans ta manière d'accompagner? Parce que toi, tu es, alors peut-être que c'est pas exactement le terme, mais coach en management, ou en tout cas, tu accompagnes des managers dans leur posture. Donc, à titre perso, moi, j'ai fait 8 ans d'armée. J'étais lieutenant et capitaine dans un régiment d'infanterie, 126e régiment d'infanterie. Donc, j'ai commandé une section, environ 35 personnes, 35 soldats. Et puis, ensuite, j'ai été commandant en seconde d'une compagnie d'infanterie. Donc, là, il y avait 150 soldats. Et puis, après l'armée, je me suis reconverti dans le management des risques. C'était il y a bientôt 10 ans maintenant. Je travaillais dans l'industrie, dans les services B2B, en France et à l'étranger. Voilà, dans le sud de la France, bassin industriel de l'étang de Berre, Fétrochigny, etc. Et puis ensuite, à l'étranger, au Niger, où j'ai été responsable d'un contrat de sécurité où j'avais 350 agents à gérer au quotidien, dans un contexte un peu difficile, puisque c'est une zone, on va dire, sécuritaire un peu dangereuse, le Niger. Et puis, je me suis lancé dans le consulting et plus exactement l'accompagnement de dirigeants et de managers sur leurs problématiques leadership et management en 2022. J'ai créé JH Leadership il y a quelques temps maintenant et aujourd'hui on est 4, travailler ensemble, uniquement des anciens militaires ou gendarmes. Voilà, c'est un critère pour travailler chez JH Leadership. Et donc, qu'est-ce que ça nous a apporté à tous les 4? L'armée, ça nous a formés à planifier, décider, diriger, former, avec une vraie culture de responsabilité. En fait, on y apprend à incarner son rôle, assumer l'autorité qui va avec la fonction et être clair dans ses attentes. Et concrètement, moi, je pense qu'être un chef, c'est de la méthode, c'est des outils, c'est de la discipline personnelle, et deux, du savoir-être. Mais ce qui nous a frappé, je dis nous parce que on a tous fait le même constat, tous les 4, chez JH Leadership, lorsqu'on a basculé du monde militaire dans le monde civil, parce qu'on a découvert que les managers étaient compétents techniquement, mais que bien souvent, ils n'avaient pas été ou ils avaient été mal préparés à leur rôle de chef. D'ailleurs, c'est un mot qu'on n'entend pas trop. On parle plutôt de manager. Ils avaient été mal préparés à leur rôle de chef. Parfois, ils évitent le conflit, parfois, ils délèguent mal. Voilà, il manque quelque chose, il manque un cadre. Et en fait, c'est ce décalage qui a donné du sens à notre mission actuelle. Aujourd'hui, on accompagne ces managers ou ces dirigeants en les aidant à assumer pleinement leur autorité. C'est ce dont leurs équipes ont besoin, en fait. Leur permet de structurer leur action, incarner leur autorité. Et donc, notre approche, finalement, est très concrète, très éloignée du développement personnel, etc. D'ailleurs, moi, je me définis pas comme un coach, je suis pas formé au coaching, je me définis plus comme un consultant ou un mentor. Parce que, alors certes, je vais pouvoir employer des techniques de coaching, de bon sens dans certains accompagnements, mais je ne suis pas un coach, je suis un mentor. Dans l'équipe, il y a des coachs et des mentors. Et notre approche, c'est aider les managers et les dirigeants à être les chefs dont leurs équipes ont besoin. Et justement, parce que tu utilises plutôt le terme de chef, et comme tu disais, c'est pas un terme, en tout cas, enfin, moi, j'ai pas l'habitude forcément dans le monde civil d'entendre beaucoup ce terme de chef. À l'inverse, dans le monde militaire, c'est un terme qu'on utilise de manière assez classique. Tu vois, c'est quoi la différence pour toi entre un chef et un manager? Et tu en as parlé un petit peu, mais je veux bien que tu reviennes sur c'est quoi, selon toi, ce qui fait un bon chef? Et tu as donné déjà quelques éléments. Et je sais que enfin, j'ai suivi quelques-unes de tes publications sur LinkedIn où tu parlais du disque, par exemple, ou des choses comme ça, où j'ai l'impression que tu n'es pas trop tourné sur ces sujets de développement personnel. Je me suis pas fait beaucoup d'amis là avec ce poste. Bien sûr que non, un chef, il n'a pas forcément besoin d'être inspirant. Si je te prends l'exemple d'un chef dans la restauration, il n'a pas besoin d'être inspirant, quoi. Être inspirant, c'est un autre niveau. Charles de Gaulle, il fallait qu'il soit inspirant. Mais nous, simples mortels, on n'a pas forcément besoin d'être inspirants au quotidien pour faire leur travail à nos collaborateurs. Moi, j'emploie le mot chef tout simplement pour une bonne raison. C'est que c'est un mot qui désigne personne en responsabilité d'une équipe d'humains. En fait, manager, c'est un poste. Mais demain, on accompagne un dirigeant d'entreprise, on n'accompagne pas un manager. On accompagne un chef d'entreprise. Et d'ailleurs, le mot chef, on le retrouve par exemple aussi dans chef de projet. Donc, en fait, le mot chef, c'est tout simplement, ça vient du latin, hein, ça veut dire la tête. Donc, le chef, c'est celui qui a la tête de son équipe, tout simplement.
Et être un chef, c'est différent d'être un manager, puisque manager, c'est une fonction. Le manager, il gère une équipe et c'est presque un gestionnaire. Donc pour moi, il y a deux types de chefs. Il y a les chefs efficaces et les chefs inefficaces. Ça, c'est simple. Et c'est quoi un chef efficace? C'est un chef qui permet à son équipe d'atteindre ses objectifs tout en maintenant un taux de turnover acceptable. Tu as les patrons qui vont faire atteindre les objectifs en rinçant leurs équipes, en brisant les personnes, en ayant des taux de turnover énormes, etc. Bon, bah ça, c'est pas la définition d'un bon chef. Un bon chef, pour moi, c'est quelqu'un qui fait atteindre les objectifs tout en maintenant un taux de turnover. Bah, alors ça implique quoi? Ça implique qu'effectivement, on a envie de le suivre. On a envie de travailler avec lui, on a envie de travailler pour lui, tout simplement. Mais il n'y a pas la définition du bon chef en tout temps, tout lieu. Selon le métier où tu vas intervenir, ça va pas forcément être les mêmes. Par exemple, un bon chef scout, on lui demande pas d'être calé sur un référentiel exactement similaire à un chef de projet dans l'IA, par exemple. Globalement, un bon chef, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, qui donne envie d'être suivi et avec qui on a envie de travailler. Alors après, évidemment, il y a quand même des choses qui sont immuables, mais ça dépend beaucoup du contexte. Et voilà. Je trouve ça intéressant parce que moi, c'est pas un milieu que je connais bien, mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est assez, je sais pas si c'est antinomique, mais ce que tu dis, et puis l'approche assez, finalement, il y a un côté assez simple, quelques principes, il n'y a pas besoin d'être inspirant, il n'y a pas besoin d'être gentil, ce que tu disais sur le disque, enfin, c'est quand même, j'ai l'impression un peu à contre-courant, et peut-être que je me trompe de beaucoup de choses qu'on a pu entendre sur la pensée managériale, sur la façon d'être un bon chef, la façon dont je perçois ce que tu décris. En fait, c'est moins dans d'être sympa avec ses équipes que de fixer un cap, d'incarner un peu ce que tu fais, d'être quelqu'un sur qui on peut compter. En fait, c'est des choses assez basiques finalement, j'ai l'impression, mais qui sont surtout difficiles à incarner au quotidien. Bah, c'est difficile d'être un chef. Ah, effectivement, parce que ça nécessite de prendre des décisions qui sont parfois impopulaires. Et ça nécessite de trouver le bon curseur entre proximité et distance avec ses équipes. C'est un jeu d'équilibriste. C'est un métier qui est épuisant. Quand à 17h30, tout le monde repart chez soi, le manager, bon, il peut rentrer tôt, il n'y a pas de souci, mais il rentre chez lui, il garde ça en tête, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais jeune lieutenant, parfois, avant de reprendre le boulot le lundi matin, j'avais un ou deux cas à traiter, j'arrivais pas trop à m'en sortir sur un ou deux soldats, par exemple, qui nécessitent une attention particulière. Le manager, il peut parfois faire des nuits blanches, quoi. Donc ouais, c'est un métier qui est difficile, beaucoup de pression parce qu'on gère de l'humain et l'humain est pas toujours rationnel. Enfin, voilà. Effectivement, il y a des modes managériales, mais tu vois, c'est marrant. J'ai fait une conférence là, chez un gros client, là, plus de 1000 personnes. Donc, une industrie française dont je citerai pas le nom. Ils ont organisé un événement pour leurs 150 managers, je crois. Donc, je suis intervenu devant eux sur cette thématique du leadership. Et ils avaient mené une enquête interne où ils cherchaient à comprendre de quoi avaient besoin les employés. Pas les managers, hein, les employés. Donc, c'est-à-dire les opérateurs sur les lignes de production, les chauffeurs de camions, etc. Et un des trucs qui revenait, c'était on veut des managers qui assument leur autorité. Parce qu'en fait, les gens, pour être bien dans leur peau, ils ont besoin d'un cadre, limite gauche, limite droite, où on leur dit ça, faut pas en sortir. Et ils ont besoin à l'intérieur de liberté. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire à l'armée. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, instaurer un cadre qui va permettre la subsidiarité, c'est-à-dire faire en sorte que tes soldats, en entreprise, tes collaborateurs, sachent qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont a besoin une société dans son ensemble pour fonctionner. Je vais oser un parallèle, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'insécurité en France, on parle beaucoup de jeunes générations en grande difficulté, qui ont du mal à s'insérer, qui dépassent les bornes, etc., etc. Mais pourquoi? C'est parce que le cadre, il n'est pas suffisamment respecté. En fait, il est fixé, le cadre. La loi, elle existe. Mais aujourd'hui, on peut en sortir, on peut y rentrer beaucoup plus facilement qu'avant. Donc ce cadre-là, il est nécessaire à la sécurité générale de la société, mais il est aussi nécessaire à la sécurité psychologique des personnes. Quand tu sais là où tu peux aller et là où tu ne peux pas aller, tu te sens beaucoup mieux, en fait. Et je considère que aujourd'hui, plutôt que d'aller sur des points de détail comme, voilà, tu as parlé du disque, effectivement, moi je suis pas un grand fan de ce truc-là. Je comprends les gens qui l'utilisent, hein, mais je suis pas un grand fan. Moi, je préfère la connaissance mutuelle, quoi. C'est-à-dire, on passe du temps ensemble,
et je me fiche de savoir si tu es bleu le lundi et rouge le mardi. Moi, par exemple, pour me dire quelle couleur je suis, ça va pas être facile parce que ça dépend de qui j'ai en face, ça dépend du contexte, etc. Je préfère de la connaissance mutuelle que d'utiliser des outils comme ça, et je préfère me baser sur des piliers un peu immuables qui sont tout simplement assumer son autorité pour le bien de l'équipe, parce que c'est ce que les gens attendent en fait. Et aujourd'hui, on voit un peu un retour. Hein. J'ai l'impression que les modes managériales que tu as cités juste avant, elles sont en train de... Enfin, il y a une espèce de hype autour de ça. Aujourd'hui, quand même, on en parle un peu moins. Les gens se rendent bien compte qu'en fait, une société, une organisation, une équipe, pour fonctionner, elle a besoin d'un cadre. Et ce cadre-là, qui est-ce qui le fait respecter? C'est le dirigeant, c'est le chef. Tu citais là le client chez lequel tu es intervenu, où justement dans le sondage qu'ils ont fait, il y avait ce besoin que les managers assument plus leur autorité. Si tu fais un peu un panorama des missions que tu mènes, et c'est quoi les besoins, les problématiques que tu rencontres le plus souvent dans tes accompagnements? Le besoin qui ressort le plus, là, on a accompagné quoi, je sais plus combien, mais la dernière fois que j'avais compté, c'était plus de 60 entreprises. Le besoin qu'on identifie comme étant vraiment prioritaire chez nos clients, c'est la capacité de passer de la décision à l'action rapidement. C'est ce qui les intéresse. Parce que surtout les DRH ou les patrons qui nous contactent, pour soit se former eux-mêmes, soit former leur manager. Eux, ce qui les intéresse, et c'est bien compréhensible, c'est faire en sorte que leur business accélère et qu'ils passent plus rapidement de la décision, parce que prendre une décision finalement c'est facile, à l'exécution, à l'action. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous demande de faire le plus souvent. Et pour ça, de quoi on a besoin pour passer de la décision à l'action? On a besoin de chefs, managers, dirigeants, chefs de service, directeurs, tout ce que tu veux, qui font passer les équipes de la décision à l'action. Sans un moteur, tu restes dans la décision, tu restes dans l'expectative, dans la réflexion, etc. Mais les managers, ils servent à ça. Ils servent à faire en sorte que les décisions prises soient exécutées sur le terrain. Et ça, c'est vraiment la problématique pour laquelle on nous contacte le plus. Alors, comment on s'y prend? De différentes manières. On va organiser des séminaires et on va mener des actions d'accompagnement individuel pour des managers ou des dirigeants eux-mêmes, parfois, parce qu'eux, ils sentent bien que parfois, en fait, le frein, c'est eux. Et dans ce cas-là, c'est eux qu'on va accompagner de différentes manières, soit par la formation, soit par le mentorat, soit par le coaching. Et ce qu'on nous demande le plus, c'est du mentorat. Je trouve hyper intéressant ce que tu disais. La problématique, c'était comment tu passes de la décision à l'action, à l'exécution. Et je trouve que ça fait un bon lien avec la suite où on va plus s'interroger sur l'IA. Parce que je me dis, tiens, il y a des sujets à creuser là-dessus. Mais peut-être la première question en lien à l'IA, c'est est-ce que, et je sais que toi, tu utilises ces outils-là pas mal, donc on y reviendra, mais est-ce que tu vois, à l'ère où on a de plus en plus, notamment dans les entreprises, à disposition des outils d'IA génératifs comme ChatGPT et autres, qui permettent de faire plein de trucs. Typiquement, toi, t'es manager, tu veux faire passer un truc, tu sais pas comment t'y prendre, tu peux aller demander à ChatGPT, enfin, s'il y a des outils qui sont intéressants pour plein de trucs, est-ce que de ce que toi t'observes, alors il y a pas, ça fait que 2-3 ans que ces outils sont là, donc il y a assez peu de recul, mais est-ce que tu penses que la figure du chef ou ce que c'est être un bon chef, tu disais ça dépend du contexte, mais il y a des principes qui restent stables, tu vois, est-ce que ça évolue avec l'IA générative, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ça change rien du tout, tu vois, c'est quoi ton regard sur ce sujet-là? Fondamentalement, je pense pas que les basiques du leadership changent. C'est les mêmes depuis des centaines d'années. Il y a un socle commun, en fait. Il y a un socle commun à tous les métiers. Quels que soient les métiers, tu seras un bon chef si tu respectes quelques piliers. Et la technologie, elle a avancé à une vitesse fulgurante depuis combien maintenant? Depuis, allez, on va dire 250 ans. Et pourtant, il y a des principes immuables. Aujourd'hui, on a l'IA générative. Il y a d'autres types d'IA, agentique, etc. C'est juste un outil. C'est juste un outil sur lequel on se repose pour travailler plus efficacement, avec plus d'efficience, surtout. Donc, moi, personnellement, ouais, je m'en sers. Dès que c'est sorti, j'ai adoré. Je m'en suis servi tout de suite. Ça permet d'aller 10 fois plus vite. Tu vois, par exemple, pour rédiger une proposition commerciale. Tu fais ton entretien découverte avec ton client, tu prends tes notes, et puis toi, tu as créé un agent dans une IA générative, peu importe laquelle. Tu t'es créé un agent qu'elle t'a donné des consignes très strictes. Et puis, cet agent-là, il va t'aider à rédiger ta proposition commerciale en un temps record. Pareil pour tout ce qui est analyse d'une situation d'un client. En fait, l'enjeu, c'est
c'est pas de se faire remplacer par l'IA ou de laisser l'IA gérer à ta place, c'est d'aller plus vite. Ça va beaucoup plus vite. C'est toujours ton cerveau qui fonctionne. Mais avec l'IA, tu vas plus vite. Tout simplement. Alors, pour moi, les limites, c'est ta capacité à donner des ordres exécutables à ton IA. Un peu comme avec un salarié, en fait. Si je te reprends l'exemple de l'entretien découverte que tu as fait avec ton prospect, voilà, à la fin de l'entretien, tu prends rendez-vous pour lui faire ta propale 2 jours après, par exemple. Puis toi, entre-temps, tu vas utiliser l'IA pour aller plus vite. Si, pendant l'entretien, tu as pris des notes en vrac, tu as fait des fautes partout, c'est incompréhensible parce que tu as noté ça complètement à la va-vite, et que tu envoies ces notes telles quelles dans ton agent IA, il va te sortir une proposition insipide, quoi. Si en revanche, tes notes, elles sont ultra carrées, que tu as pris le temps de les relire, que tu les as mises en ordre, que tu as bien mis en évidence ton intention, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire derrière. Si tu lui as donné un cadre à l'IA, en fait, et qu'ensuite tu lui demandes un travail de mise en forme, éventuellement d'analyse, voilà, parfois à l'IA, je lui demande de me challenger, etc. Là, elle va te sortir une propale qui pète le feu, quoi. Parce que tu l'auras nourri correctement juste avant, parce qu'en fait, tu l'auras commandé correctement juste avant. Et on peut faire un parallèle avec ce travail en équipe. Si, admettons, on travaille ensemble, Clément, et puis je te dis, bon voilà, tiens, alors ça c'est vrai, pour le coup, on veut sortir une masterclass au mois d'octobre. J'ai envie que tu sois le chef de projet, je te dis, bon Clément, on va faire une masterclass. Je te dis même pas sur le management, j'ai pas besoin de te le dire, tu sais qu'on travaille là-dessus. Ta carte blanche. Allez, vas-y, fais-moi une masterclass. J'attends avec impatience le résultat. Et puis on se voit en octobre. Ça va être une catastrophe. Parce qu'en fait, toi, tu vas me faire une masterclass sur la base d'informations totalement fragmentaires. Tu vas essayer de faire ce que tu peux, tu vas vraiment faire du mieux que tu peux avec toute ta bonne volonté. Mais à la fin, moi, je vais pas être content parce que c'est pas ce que j'avais dans la tête et ça risquait pas parce qu'en fait, je te l'avais pas dit. C'est exactement pareil avec l'IA. Et aujourd'hui, honnêtement, en plus pour le prix que ça coûte, enfin, je sais plus, ChatGPT, je crois que c'est une vingtaine d'euros mais c'est rien. 20 € par mois, tu as l'équivalent de 3 ou 4 assistantes de direction sous tes ordres, quoi. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, et tu vois, moi, pour l'utiliser beaucoup aussi, j'ai eu au début, tu vois, le réflexe que tu évoques là, où en gros, j'avais mes notes brutes et je lui mettais, je me disais, c'est quand même pas fou comme résultat. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est comme quand tu manages des gens, où en fait, si tu mets pas toi, un travail personnel en amont de clarification, de structuration, que ça soit avec cet outil-là ou avec des vraies personnes, en fait, le résultat sera pas à la hauteur de ce que tu attends parce que tu n'as pas explicité ce que tu attends, l'intention. Et tu vois, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Mais moi, tu vois, je l'ai pris un peu comme un flemmard de OK, ça va m'aider, je vais avoir moins à bosser. Et en fait, je trouve que à l'inverse, limite, ça t'oblige à être encore plus explicite sur ce que tu attends, à mettre peut-être un peu plus encore de travail en amont, mais pour te faire gagner beaucoup de temps par la suite, parce que justement, tu auras été hyper clair sur ton intention, sur la structuration de ce que tu attends à la fin. Alors que, en fait, le réflexe naturel, en tout cas, moi, je vois le réflexe, c'est d'en faire le moins possible au début en disant, attends, si j'ai ma béquille numérique, j'ai pas besoin, en fait, de faire ce travail-là, quoi. Ah, c'est excellent. D'ailleurs, entre parenthèses, moi au début, j'avais cru que je travaillerais moins avec l'IA. En fait, je travaille autant. Je travaille autant, il y a voire peut-être même plus parce que comme on voit des résultats encore plus rapides et encore plus beaux, on est toujours poussé à travailler de plus en plus. Bon, nous, on est entrepreneurs, donc forcément, on n'a pas de limite. Mais même pour un salarié qui utiliserait l'IA au quotidien, je vois pas pourquoi il travaillerait moins. Il va juste travailler autant, il va produire 4 fois plus, quoi. Sur cette notion-là, moi, je veux juste revenir sur un truc, c'est que utiliser l'IA, ça t'apprend presque à manager. Parce que tu te rends compte que la plupart des problèmes dans les équipes sont pas liés à une mauvaise volonté des collaborateurs. Ils font ce qu'ils peuvent. Évidemment, il y en a. Je peux pas dire l'inverse. Il y en a, et ça, il faut le gérer. Mais la plupart des problèmes dans les projets, dans l'exécution des missions, production, etc., c'est les erreurs qui viennent d'un manque de clarté managériale ou un manque de clarté dans les ordres. Et ça, c'est un truc qu'on apprend très vite à l'armée, justement. C'est faire en sorte que tes briefings, à la fin du briefing, tu as 100% de certitude que la personne, elle va faire exactement
ce qu'elle est censée faire. Parce qu'on a tout un processus pour élaborer un ordre de mission qui fait qu'à la fin, on sait que les gens, ils ont compris. On en est juste sûr, quoi. Et dans la manière même de construire le briefing, pas que dans la manière de le transmettre, mais dans la manière de le construire, c'est fait de telle manière que les personnes, elles ont le pourquoi, le quoi, le comment, le où, etc., etc. Si tu t'inspires de ça, et c'est pour ça qu'au début de podcast, je disais, c'est beaucoup de méthodes management. Si tu appliques des méthodes qui sont rigoureuses, tu te libères du temps pour réfléchir. Ça, c'est moins rigoureux, la créativité intellectuelle, etc. Mais si tu utilises des méthodes, tu es capable de transmettre ta vision et ce que tu veux que les gens fassent de manière d'autant plus claire. Et c'est exactement pareil avec une IA générative. Si tu lui donnes des ordres, entre guillemets, à l'arrache, elle va te faire un travail aussi bon qu'elle le peut, mais ce sera jamais satisfaisant pour toi. Alors l'IA, tu vas pas l'engueuler en lui disant mais j'ai une IA, elle est pas bonne, oh là là, faut que je la vire, tiens, je vais recruter une autre IA. Mais pourtant, c'est un comportement qu'on peut trouver chez certains managers où mais je comprends pas, cet employé, il comprend rien à ce que je lui demande. Bon, écoute, on va finir sa période d'essai, on va le changer, on va en prendre un autre. Mais non, réfléchis à la manière dont toi, est-ce que tu es clair, est-ce que tu es simple, est-ce que... Voilà. Donc c'est pour ça que je vois un gros parallèle entre la manière de gérer une équipe et la manière de commander une IA. Ça va être encore plus vrai, j'ai l'impression, avec l'IA agentique, donner des cadres, spécifier des rôles. Peut-être juste une dernière question sur ton utilisation de l'IA générative avant de parler de ça. C'est qu'est-ce que ça, plus que dans la manière dont tu l'utilises, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta façon à toi de travailler? Tu vois, est-ce que tu as arrêté de prendre des notes, ce que je pense pas, mais tu vois, sur tes modalités de travail, comment ça a fait évoluer peut-être les prises de conscience que tu as eues, là, ce que tu disais, en fait, c'est comme manager, je commande une IA. Est-ce qu'il y en a d'autres, des évolutions ou des prises de conscience? Alors effectivement, je continue de prendre des notes, mais je note moins de détails désormais, puisque tu sais, tu as la prise de notes automatique. Moi, je travaille sur Google, donc la Gemini qui prend les notes, etc. Mais bon, encore faut-il avoir le courage de les relire. Bon, donc je continue de prendre des notes, mais du coup, mon énergie dépensée dans la prise de notes, elle est plus ciblée sur ce qui me paraît vraiment important et tout ce qui est détail ou tous les à côté, je me dis, OK, ça, l'IA va le noter de toute façon. Mais pendant que l'IA prend les notes sur ce qui est plus le détail, mon attention, elle est vraiment portée sur l'écoute. Et là, tu entends des choses, tu vois des choses, tout ce qui est le paraverbal, etc., avec le client ou avec le prospect ou avec le partenaire en face. Et donc, ça te permet de prendre d'autant plus de hauteur. En fait, moi, je dirais que cette IA-là, bon, moi, je m'en sers tous les jours, évidemment, elle permet vraiment à mon cerveau, à ma matière grise, d'être plus libre sur ce qu'il y a sur les gros enjeux, en fait. Tout simplement. Je vois vraiment ça comme des assistants de direction qui permettent à leur patron de garder la tête froide, de prendre du recul et, in fine, de prendre de meilleures décisions pour l'avenir. Une des raisons pour lesquelles je t'avais contacté, c'est que tu as lancé récemment, alors tu vas nous expliquer un peu ce que c'est, mais un jumeau IA que tu as rendu accessible via WhatsApp, où l'idée c'est que tu mettes à disposition ton expertise qui a été intégrée dans un outil d'IA générative de manière beaucoup plus large que ce que toi tu es capable de faire avec le temps dont tu disposes. Tu restes quand même un simple mortel. Je veux bien que tu reviennes un petit peu sur la genèse un peu de pouvoir avoir lancé ce projet. Et peut-être, moi, ce qui m'interpelle, c'est, alors je sais pas, j'aime pas trop ce terme, mais d'une certaine manière, tu t'auto-disruptes, ou en gros, tu te dis, bah, potentiellement, il y a des gens qui vont le faire demain, autant je le fasse pour moi tout seul, comme ça, je bénéficie du meilleur des deux mondes d'une certaine façon. Donc, je veux bien que tu puisses dire un petit peu deux mots là-dessus. Ah bah, il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Déjà, moi, je suis parti d'un constat, c'est qu'il y a pas mal de gens qui aimeraient faire appel à nos services et qui peuvent pas se le payer. Alors, c'est pas qu'on est extrêmement cher, on joue pas nos divas, etc. Mais bah, un accompagnement humain, c'est un investissement. Et investir dans un accompagnement auprès des mentors ou coachs de GH Leadership, voilà, ça coûte quelque chose, quoi. Et donc, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage parce qu'il y a un besoin. Et puis, tu sais, tu parles avec eux et ils te disent, ah, j'aimerais bien travailler avec vous, est-ce que vous pouvez m'aider? Combien ça coûte, etc. Bon, moi, je leur dis, et puis, ah non, dommage, j'ai pas les moyens. Bah, c'est terrible parce que tu as vraiment envie de les aider. D'ailleurs, enfin, tu vois, sur LinkedIn, j'ai dû faire, je sais pas moi, 400 ou 500 posts.
C'est pour aider les gens. Alors évidemment, c'est une stratégie d'acquisition, mais recevoir des messages sur LinkedIn de gens qui te disent: «Ah franchement, vos posts, super, ça m'aide énormément, je les fais circuler dans la boîte. J'ai appris qu'il y a des gens qui se servent de certaines de mes vidéos pour former leurs managers», alors que c'est juste des posts LinkedIn. En termes de sentiment d'utilité, c'est énorme, quoi. J'ai vraiment l'impression de faire une bonne action et c'est pour ça que je continue. En ce moment, par exemple, j'ai pas vraiment besoin de poster sur LinkedIn parce qu'on a du boulot jusqu'à la fin de l'année, mais je le fais parce que j'aime ça et que j'aime aussi aider, quoi, et j'aime parler de ces sujets-là. Donc, je suis parti de ce constat. Déjà, il y a des gens qui aimeraient passer de la simple lecture de mes publications à un accompagnement, mais malheureusement, qui ne peuvent pas. Donc là, j'avais commencé à réfléchir à des formats beaucoup moins chers, plus collectifs, etc. Mais je n'étais pas convaincu parce que je me disais, OK, on va faire moins cher, mais ça va être du collectif. Alors les gens, ça va pas être un accompagnement individuel pour eux. Et ils vont pas oser parler de leurs problématiques comme ça devant tout le monde, devant 30 personnes lors d'une masterclass, etc. Ça va peut-être pas leur convenir. Donc, ils vont rester bloqués dans leurs problèmes et ça va continuer. On va avoir des managers en souffrance, entre guillemets, ou qui se posent des questions, ou qui ont des équipes qui tournent pas. Et ben ça, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour eux, c'est pas bon pour la France. Voilà, il faut des équipes qui fonctionnent. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis ensuite, il y a Nicolas Doumanque que je connais de maintenant, ça fait quelques temps qu'on se connaît et qu'on échange régulièrement, qui m'appelle et qui me dit: ouais, voilà, donc je lance une usine de twins, une usine de jumeaux IA. Est-ce que ça t'intéresse d'en être, etc. Bon, moi, au début, honnêtement, je vais être franc avec toi. Je dis: attends, c'est hors de question. Je vais pas mettre tout mon savoir dans une IA. Et puis quoi encore, c'est mon gagne-pain, c'est hors de question. Puis après, je réfléchis, je me dis: mais tout est déjà en ligne. Celui qui veut télécharger tous mes contenus, mes podcasts, enfin les podcasts auxquels j'ai participé, des extraits de conférences qui traînent par-ci par-là, mes posts, s'il veut, il télécharge tout, il se crée une formation en interne et puis il forme ses managers avec. Bon, bah il peut. Et puis, donc au final, je me suis rendu compte que de toute manière, ceux qui veulent tout me piquer, ils me piquent tout. Voilà, ça c'était vraiment le frein que j'avais. Quand je me suis rendu compte de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que bon, finalement, de toute façon, ceux qui veulent tout pirater vont tout pirater. Bah, autant y aller parce qu'effectivement, ça permet de démultiplier l'impact qu'on a. Aujourd'hui, on a une petite centaine d'utilisateurs. Une petite centaine d'utilisateurs, dont une partie est encore en période d'essai d'ailleurs, parce qu'on laisse une période d'essai très large. 20 messages totalement anonymes et gratuits. Et ensuite, 3 jours d'essai si vous prenez un abonnement. Donc en fait, les gens, ils ont quand même le temps d'essayer la solution. Bah, c'est cette petite centaine de personnes qu'on a déjà aidées avec l'IA. Ça montre bien qu'en fait, cette IA est une bonne solution. Parce que si j'avais pas créé ce jumeau IA, ces 100 personnes-là, de toute façon, elles ne seraient pas devenues clientes parce que les accompagnements sont trop chers pour eux. Donc, pour moi, je me disrupte pas vraiment. Je m'adresse pas aux mêmes personnes. Il y a ceux qui peuvent investir dans un accompagnement humain qui est beaucoup, on va pas se mentir, qui est bien plus performant, qui est plus performant qu'un accompagnement pur IA, parce que l'IA ne peut pas faire certaines choses que l'humain peut faire. Par exemple, l'IA, elle peut pas lire entre les lignes. Elle voit pas aussi bien qu'un humain quand on l'amène en bateau. Si tu lui donnes pas assez de contexte, elle va peut-être pas se dire, mais attends, il me manque du contexte là. Il faut qu'il m'en donne plus. Mais attends, reviens sur ce point-là, je l'ai pas bien compris. Ça, c'est une des limites de l'IA. Si la personne qui utilise notre jumeau IA n'est pas précis dans dans la manière dont elle s'adresse à RVIA, bah RVIA, il va faire ce qu'il peut, hein, mais il risque de passer à côté de certaines choses. Tandis qu'un humain, il va faire à la personne coachée: attends, stop. Là, tu me dis pas le fond de ta pensée. Non, non, là, il y a un truc dont tu m'as pas parlé, je le vois bien. Donc, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que l'humain, il est capable de lire le paraverbal, le non-verbal, etc., etc., tandis que l'IA, elle n'est pas capable encore. Notre IA, c'est un outil au commandement. C'est un outil au commandement que les gens vont utiliser pour mieux commander, pour mieux diriger leur équipe. C'est un outil pour être challengé, etc., etc. Mais il y a certaines choses qu'évidemment, ils n'auront pas et qu'ils auront avec un mentor humain. C'est pour ça que j'ai pas de crainte, en fait. Quand on me dit, ouais, mais là, tu vas tuer ton business, etc., etc. Mais non, j'ai eu encore 2 rendez-vous clients cette semaine. 2 rendez-vous clients et pas pour une IA, pour des séminaires, pour du coaching, etc. J'ai une question, parce que tu parlais
du coaching. J'imagine que tu as déjà fait l'expérience, mais tu vois, sur ChatGPT notamment, où en gros, quand tu lui parles, il a tendance à être tout le temps d'accord avec toi, à te dire, waouh, c'est génial ce que tu racontes. Et enfin, c'est infernal. Et notamment, suite à des échanges avec Nicolas dont tu parlais, tu vois, je me suis fait un espèce de GPT red teaming, où en gros, j'essaie de lui dire, bon, maintenant, tu vas détruire tout ce que j'ai voulu faire, tu vas me challenger et tout. Parce que, en fait, c'est infernal. Et tu lui dis des trucs. Et il dit toujours c'est génial, bravo, waouh, c'est incroyable ce que tu dis. En fait, tu t'en fous, t'as pas rien qui te dise ça, tu vois. Mais la question, c'est comment vous avez notamment sur ton RVIA, est-ce que vous avez travaillé au pas ce sujet-là? Parce que j'imagine que tu l'as identifié depuis longtemps, c'est infernal, quoi. Tu veux pas qu'il te raconte que c'est génial, en fait. Évidemment. Donc, nous, c'est l'inverse. On avait tellement bien paramétré l'IA. Donc déjà, on a téléchargé des gigas et des gigas de données qui viennent de moi, hein. Et ensuite, on a fait des heures et des heures d'interview. C'est-à-dire que j'ai été mis en situation, j'ai été challengé, on a enregistré mes réponses, et aujourd'hui, l'IA, elle répond comme moi, quoi. Le problème qu'on a eu au début, c'est que l'IA, elle était pas assez gentille avec les clients. Elle était beaucoup trop dure. Franchement, c'était abusé. Moi, j'ai un coach qui me parle comme ça, je mets fin au contrat, quoi. Parce que elle était vraiment pas aimable. Elle avait gardé que ce côté-là de moi qui peut être un peu cash, quoi. Et on a dû aller un peu dans le sens inverse en lui disant, attends, là, t'es trop dur. Il faut que tu encourages un peu plus, quoi. Et nous, ce qu'on constate, c'est que l'IA, tiens, je vais te donner un exemple. On a un client qui est directeur dans une usine. Ok, donc je donne pas le contexte, rien pour pas qu'on le retrouve, hein. Directeur dans une usine qui rencontre des problématiques pour asseoir son autorité avec ses équipes. Et donc, des problématiques de performance globale, etc., etc. Utilise l'IA comme un entraîneur. C'est-à-dire que, puisque notre IA reconnaît les messages vocaux, elle les analyse très bien, il s'entraîne mener ses actes managériaux. Par exemple, il va s'entraîner à recevoir tel opérateur pour lui signifier quelque chose. Il a un entretien en one-one à faire avec un collaborateur. Il veut s'entraîner pour être sûr d'avoir les mots justes. Il s'entraîne. L'IA lui dit pas, ouais, c'est bien, vas-y, super, t'es bon. Non, j'ai compté. Elle lui a dit, c'est bon, au 8e essai. Au 8e essai, elle lui dit, ok, ça, là, c'est bon. T'as le bon ton, vas-y comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant avec ce jumeau IA, c'est qu'il n'est pas là pour faire plaisir, en fait. Il est vraiment là pour challenger. Et c'est le retour de la plupart de nos clients. Sur ce point-là, pour moi, c'est une des forces de ce qu'on a pu créer, quoi. J'utilise beaucoup la fonction vocale de ChatGPT sur plein de trucs. L'avantage que je pourrais voir à l'IA, contrairement à, imaginons que toi tu me coaches demain, c'est que je trouve il y a moins ce côté d'humain à humain où je pourrais entre guillemets prendre mal quelque chose que tu vas me dire ou le côté un peu émotionnel. En gros, je discute avec ChatGPT, il me dit c'est de la merde ce que tu racontes. Je dis ok bon on va faire autrement et puis et je me dis ça peut être intéressant aussi pour faire passer des messages, faire évoluer et tout. C'est que tu le peut-être prends moins personnellement parce qu'en fait c'est un algorithme qui te dit un truc et pas une vraie personne. Oui, effectivement. Si une IA te dit non, là c'est une erreur, ce que tu es en train de commettre, et d'ailleurs notre IA, elle le dit souvent, non, ça c'est une faute, non, là c'est impardonnable, non, là ça tu le fais tout de suite, n'attends pas, etc. Bah oui, il y a pas d'affect. Après, je pense que quand tu as la tête dedans, on a un client, une fois il a envoyé un message à l'IA, c'était le matin, genre il était 7h30, et puis il avait une échéance managériale dans la journée. Il envoie un message à l'IA, il lui dit motive-moi s'il te plaît. Donc là, tu t'adresses quasiment à un pote, quoi. T'appelles un copain, tu dis bon écoute là je suis pas bien, j'ai peur, vas-y aide-moi, motive-moi. En gros, entre parenthèses, dis-moi que je vais le faire, quoi. Dis-moi que je suis capable. Et puis t'as ton copain, il va te dire mais non mais regarde ça t'es préparé, etc. Et j'ai adoré la réponse de l'IA, elle lui a dit mais on va l'appeler Paul, mais Paul, on a déjà travaillé hier, on a préparé ça ensemble. Et puis elle reprend. Elle dit, mais regarde, on a préparé ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'es prêt? Et la réponse du coaché, ah, t'as raison, je suis prêt, merci. Et puis il y va. Et après, ce qui est marrant, c'est que RVIA le recontacte plus tard, parce qu'on l'a paramétré pour ça, en disant, mais au fait, Paul, comment ça s'est passé alors? Et puis du coup, Paul, il fait le feedback, il dit, ouais, nickel, et tout, super bien, vas-y. Mets-moi une note sur 5, parce que notre IA demande tout le temps, mets-moi une note sur 5 à la fin d'un long échange. Et d'ailleurs, la réponse, c'est 5 sur 5. 95% du temps, quoi. Il est en cible pratiquement tout le temps. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Donc, ouais, l'IA, on va pas mal prendre ce qu'elle dit parce que c'est juste un algo. Mais quand tu parles avec elle, tu peux oublier que c'est un algo. Honnêtement, tu peux l'oublier. Parce qu'il y a une personnalité telle, en tout cas dans le jumeau qu'on a créé,
Et moi, je le retrouve un peu aussi dans certains agents IA que j'ai créés avec le ChatGPT ou autre, où l'IA s'adresse d'une manière telle qu'on a vraiment l'impression que c'est un humain. Ah, c'est sûr que ça pose pas mal de questions et d'ailleurs, enfin, avec l'évolution technologique, parce que là, on parle d'outils d'IA génératifs, mais on parle de plus en plus d'IA agentique, donc d'algorithmes qui vont avoir des capacités d'action quasi autonomes, qui vont pouvoir agir et faire des choses. Et moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, et d'ailleurs, on le voit, alors pas forcément en France, mais aux États-Unis, de plus en plus de boîtes qui se disent, attends, on va licencier ou pas recruter parce que grâce, enfin, on a un développeur avec 50 agents ou 50 outils d'IA qui peut faire le travail de 100 personnes. Et donc, on voit émerger de plus en plus d'organisations où on a à la fois des humains et des algorithmes ou des agents, ou alors je sais pas si ça marche si bien que ça, tu vois, je suis pas suffisamment expert, mais en tout cas on voit émerger ça et je me dis qu'en termes de travail collectif et de management, tu vois, ça fait émerger des collectifs un peu bizarres où je sais pas, toi tu dois manager, je dis n'importe quoi, 10 personnes qui eux-mêmes utilisent 20 outils d'IA et comme tu disais, bah en fait pour bien utiliser ces outils, il faut bien l'avoir travaillé en amont, être clair, donc il y a une sorte de management. Tu vois, comment toi tu vois l'évolution du rôle de chef, de manager, peu importe comment, dans ce contexte-là? Moi, je vois bien un avenir où on a des équipes composées de robots, que ce soit des robots physiques avec un corps physique mécanique ou virtuel, c'est-à-dire dans des ordinateurs, d'une part, et composées d'humains d'autre part. Je vois pas comment on peut éviter cette évolution-là. C'est pas possible. Mais fondamentalement, pour que un humain produise, que il ait un cadre clair et qu'il ait des indications claires, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est commun avec ce dont a besoin l'IA et les futurs robots. La seule différence, c'est que manager un humain, bah justement, on manage un humain, et il y a une relation personnelle qui s'instaure, tandis qu'avec une IA, on n'a pas à s'embarrasser avec tout ça. Donc, quelque part, pour moi, c'est plus simple de gérer une IA. J'espère que ça va pas donner des idées et que, à terme, on va dire, bon, bah écoute, les humains, c'est un peu trop compliqué. On va avoir que des IA ou que des robots dans les équipes. C'est possible qu'on y arrive, hein, parce que quelque part, ça va simplifier la vie de certains patrons, je pense. Mais je vois bien dans un avenir des équipes composées de robots et d'humains, mais on n'y est pas encore. Là, je pense que je suis un peu dans la science-fiction, mais on a vu que la science-fiction nous rattrape à chaque fois. Donc, Mais tu vois, il y a des entreprises comme, mais j'ai oublié le nom, mais qui faisaient du phoning et de l'assistance, où ils s'étaient dit, tiens, les IA, c'est génial, on vire à 50% de notre staff. Et puis après, ils se sont dit, en fait, la relation humaine, c'est quand même bien avec des humains, donc on va reprendre. Donc en fait, je pense que la techno est pas si, mais on verra. On verra, on verra. mais j'ai vu un post passer hier. C'est dans le domaine militaire, donc désolé, je reviens à ça. Un poste je crois que c'était un poste de Louis Saillant, qui est un expert de la chose militaire. Il a écrit des bouquins, un ancien commando. Euh, il a écrit un post hyper intéressant où il disait, mais les chars de combat avec des humains dedans, ça ne sert plus à rien. Bon, je caricature un peu son propos, j'espère qu'il m'en voudra pas. Mais en gros, les chars aujourd'hui, c'est un équipage de 3 personnes dedans et un char, c'est 20 millions d'euros, je crois. Mais bientôt, on n'aura plus besoin d'avoir des bonhommes à l'intérieur des chars. Donc, on va envoyer des chars à 20 000 euros, dont le taux de survie n'est pas aussi important que ça, quoi. Parce que si tu envoies un char avec 3 gars dedans, il faut qu'il revienne, le char. Parce que tu as 3 humains dedans. Alors que si tu envoies un char plus petit, mais tout aussi puissant, qui coûte 100 fois moins cher à produire, et qui, au final, peut avoir une efficacité quasiment identique, ça change complètement le paradigme. Ça veut dire que bientôt, potentiellement, on peut réduire de 90% le nombre d'équipages blindés dans les unités de cavalerie française. Donc, tu vois, ça change des choses quand même. Et on peut imaginer que, bah, effectivement, de toute façon, c'est déjà en cours, qu'il y a pas mal d'emplois qui vont devoir bah, se repenser, quoi. Et tu vois, tu me demandais tout à l'heure, est-ce que finalement, tu joues pas contre toi-même avec ton jumeau IA? Pense que je, je je pense que je pourrais jouer contre moi-même si la qualité de nos accompagnements humain à humain n'était pas aussi qualitative. Ça va peut-être permettre cette utilisation de l'IA de plus en plus généralisée, et puis bientôt, tout le monde aura son jumeau IA. Tu peux imaginer, je sais pas moi, comment, la- un grand patron. Un grand patron, on va pas en nommer un, mais un grand patron, influent, qui crée son jumeau IA.
Mais tout le monde va s'abonner. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Tu Comment vas il donner fait? des idées à Nicolas. Tu vois? Ben non, mais Ah bah oui, non, c'est logique. Tu vois, demain, j'ai peut-être envie de savoir qu'est-ce qu'il a, Bernard Arnault, dans la tête, comment il fait. Bon, lui, il le fera sans doute pas. Mais peut-être que son petit-fils va le faire, tu vois, je sais pas. Ou on peut citer des, je sais pas moi, des Bezos, etc., qui créent un jumeau IA pour aider les gens à développer leur business parce que lui, bah, c'est un maître dans l'art de développer son business. Et effectivement, ça risque ça risque de faire un grand tri dans le marché du coaching et du mentorat. Si tu as accès à des gens comme ça, c'est pas sûr que tu ailles chercher sur LinkedIn un coach en business inconnu, tu vois. c'est la question que je voulais te poser justement quand j'avais fait l'échange avec Nicolas justement quand il me parlait un petit peu de ce qu'il avait développé avec Madeleine et la façon d'y penser le truc. Moi, ça m'interrogeait beaucoup justement sur l'avenir des métiers de l'accompagnement et de l'expertise, tu vois, pas juste du coaching. Parce qu'en fait, ce que tu décris toi, c'est à la fois de l'expertise technique, méthodologique que tu as mis dans ton outil, plus de l'expérientiel que vous avez réussi à capter à travers des entretiens sur comment tu réagis dans telle situation. Ben, si tu es capable de mettre ça dans un outil, comme tu disais, la barrière à l'entrée, en fait, elle se fait juste parce que toi, ta capacité à être encore meilleur en vrai, elle est importante. Et donc, en fait, il y a du sens d'avoir les deux parce que tu es très bon en vrai, c'est un tout petit peu moins bon en IA. Et donc, bah, en fait, c'est intéressant d'avoir les deux. Bah, tu te fais pas remplacer, entre guillemets. Mais tu vois, ma question, c'est est-ce qu'on va pas avoir une prime en gros, les bons, ils vont réussir à avoir ces outils-là, ils vont devenir encore meilleurs. Enfin, tu vois, c'est un peu comme dans le marché du numérique où tu as deux, trois plateformes qui captent tout. Et là, enfin, tu vois, c'est winner takes all. Et donc, dans le marché de l'accompagnement, où tu vas avoir bah, les meilleurs qui prennent tout, ils ont leurs jumeaux. Et limite, moi, je préfère payer le jumeau peut-être d'Hervé à 25 € par mois que d'avoir un coach moyen, mais qui va me coûter plus cher, tu vois. Donc, comment toi, tu vois ce truc de l'évolution du marché de l'expert et pourquoi j'irais payer 500 € de l'heure un expert où en fait, ça se trouve, il est pas, alors que je peux avoir accès au meilleur du meilleur, mais même si c'est juste son clone, tu vois. Là, le truc, c'est que, tiens, bah, c'est marrant, je vais te faire une petite confidence. On a des clients en vrai, directeurs d'agence dans le BTP, chefs des opérations, directeurs opérations dans le portuaire, qui sont nos clients actuellement. Ils sont suivis, accompagnés par nos équipes. Ils ont pris l'abonnement quand même. Alors qu'on leur a même pas proposé, tu vois. On n'est pas là à chercher 25 € par mois, on s'en fout, quoi. Ils ont pris l'abonnement. Et en fait, qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet, il y en a un, je me souviens, parce que je suis les conversations, évidemment, parce on va pas laisser l'IA en roue libre. Minuit et demi, un de ces deux-là, qu'envoie un message à l'IA, parce qu'il était en stress, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure, le manager, parfois, il fait des nuits blanches. En stress, minuit, il envoie un message à l'IA et il commence à discuter, à échanger, etc. Il avait besoin que l'IA l'aide absolument à résoudre un problème. Il n'aurait pas pu appeler Kevin ou Antoine qui bosse avec moi ou Pierre pour lui demander à minuit, comme ça, t'appelles ton coach, tu dis, t'es dispo pour discuter? Non, ça marche pas. L'IA, elle est dispo à 24. Donc en fait, c'est un super complément pour ceux qui sont déjà suivis. Ça, un. Deux, ça apporte un point de vue différent. Pourquoi? Parce que nos clients, lorsqu'ils travaillent avec tel ou tel consultant, ils ont le point de vue humain et la subjectivité de ce consultant-là. Mais peut-être que ça les intéresse d'avoir un point de vue différent. Et peut-être qu'en fait, on peut imaginer un multi-abonnement, tu vois. Ça, tu pourras en parler avec Nicolas, je crois que c'est une de ses idées. Bah, t'es abonné, je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai pas les noms. T'es abonné à tel entrepreneur et tel coach. Et en fait, selon la problématique, tu vas t'adresser à l'un ou à l'autre, tu vas les challenger entre eux, etc. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et on peut imaginer un packaging, finalement, à 1000 balles par mois, où tu es abonné à 30 ou 50 influenceurs, entre guillemets, pour tirer le meilleur d'entre eux, quoi. Honnêtement, je pense que c'est le sens de l'histoire. Se dire aujourd'hui, je mets en péril mon business parce que je crée mon jumeau IA, c'est une mauvaise idée, à mon avis. Parce que, de toute façon, ça va se faire. Et je pense que bah, le mieux, c'est de s'adapter. C'est une des lois de la nature, hein, il me semble. S'adapter ou mourir, hein. Je pense qu'il vaut mieux s'adapter que de freiner des cas de fer et attendre que tout le monde le fasse et puis le faire après tout le monde. Autant commencer maintenant, autant essayer maintenant. Puis d'un point de vue en plus éthique, moi, c'est ça que je vois. C'est que grâce à ce jumeau IA, il a été lancé il y a quoi? Il y a un mois et demi avec une bêta test
je sais plus, 15 jours, un truc comme ça, ou 3 semaines, un mois, et on a aidé une centaine de personnes. Alors, enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment de faire une bonne action. Je démultiplie. Et la preuve que ça tue pas notre activité, c'est que, encore cette semaine, là, on est quoi? On est vendredi. Cette semaine, j'ai eu 2 rendez-vous découvertes avec 2 entreprises très solides. Une pour un accompagnement et une autre pour un séminaire. On verra ce que ça donne. Mais voilà, donc c'est quand même la preuve que, tu vois, en bas de mes posts, je mets, voilà, pour séminaire et coaching, prenez rendez-vous. Pour vous faire accompagner gratuitement dans un premier temps par mon IA, envoyez bonjour à ce numéro sur WhatsApp. Il y a des gens qui prennent l'option 2, il y a des gens qui prennent l'option 1. Le fait de prendre le train, enfin de se lancer rapidement, j'imagine que ça permet de faire aussi évoluer le truc et de l'améliorer parce que comme tu disais au début, il était un peu trop radical dans les réponses, donc ça permet d'ajuster et ça nécessite un peu de temps et de retour utilisateur finalement. Ouais, complètement. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que l'accompagnement humain a ses forces et l'accompagnement IA a ses forces. Hier soir, j'avais un doute sur ma stratégie d'acquisition justement sur mon jumeau IA. Je te déballe tout. J'étais un peu en doute là, je me disais mais j'aimerais bien que ça aille plus vite, tu vois, parce que la solution elle est géniale, donc j'ai vraiment envie que les gens l'utilisent. Je me dis c'est tellement dommage quoi, allez-y, prenez. Et je me dis mais bon sang, je fais des posts, etc., ça marche pas. Enfin ça marche pas. On a une centaine de personnes, il y en a qui me diraient c'est génial, mais pour moi c'est pas assez. Euh, J'avais 2 solutions. Soit je demande à l'IA générative à laquelle je suis abonné de m'aider. Je dis, bon, écoute, là, je me pose des questions sur ma stratégie d'acquisition, aide-moi. Et puis, elle m'aurait pondu un truc hyper expert, etc., etc. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas eu besoin de parler à une IA. Je voulais pas parler à une IA. Je voulais parler à un humain. Donc, j'ai envoyé un message à un de mes mentors business, qui est un ami, en fait. J'ai envoyé un WhatsApp, je sais plus quelle heure, c'était tard. Il m'a répondu. On a échangé. Il m'a rassuré. En gros, il m'a aidé. En gros, il m'a débloqué ma situation. Si c'était une IA qui m'avait dit ce qu'il m'a dit, j'aurais continué de tourner en rond. Mais là, il s'appelle Fabien, c'est Fabien qui me l'a dit. Et le fait que ce soit lui qui me le dise, ça a apaisé mes doutes. Et ce qui est drôle, c'est que lui, dans la même conversation, il a dit, bah écoute, ravi de t'avoir aidé, Hervé, etc. Tiens, moi j'ai un problème là-dessus, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Donc c'est marrant, on s'est auto-coaché l'un après l'autre. Et la question qu'il m'a posée, honnêtement, il aurait pu la poser à une IA, sauf qu'il n'avait pas envie de la poser à une IA. Il avait envie de la poser à quelqu'un qu'il connaît, en qui il a foncièrement confiance pour lui répondre. Et c'est pareil en fiscalité, en compta. La dernière fois, je me posais des questions sur la fiscalité, parce que j'ai lancé mon URL en début d'année. Avant, j'étais auto-entrepreneur, donc c'était plus simple. En URL, j'ai quelques doutes sur certains trucs. J'ai demandé à l'IA m'a apporté des réponses, etc. Mais malgré tout, je m'en sortais pas, tu vois. Donc, j'ai appelé, j'ai demandé un rendez-vous avec un humain, et finalement, elle m'a dit ce que je devais entendre, et ça s'est bien passé. Donc, c'est force d'un côté, faiblesse d'un côté, force d'un côté, faiblesse d'un côté. C'est complémentaire pour moi. Ce que l'IA n'a pas aujourd'hui, peut-être elle l'aura jamais, mais c'est ce que l'expertise et l'expérience que la personne en face lui reconnaît. Tu vois, toi, tu reconnaissais à Fabien une expérience et une expertise qui fait que de la réponse qu'il t'a apportée t'a rassuré parce que tu t'es dit, en fait, lui, en gros, il sait de quoi il parle. Et s'il me dit ça, peut-être qu'il est déjà passé par là. Et donc, il y a un côté, je trouve, enfin, à mon avis, rassurant et qui valide la réponse. Là où tu dis à une IA, en fait, ok, mais en fait, qui t'es pour me dire ça d'une certaine façon, quoi. Ben, c'est ça, et à la limite, moi, l'IA, pour moi, elle est compétente, tu vois, mais c'est qu'on reste humain et on a besoin d'entendre de l'humain. Tu vois, on a, je peux poser plein de questions à l'IA toute la journée, et à un moment donné, il y a une ou deux questions. Celles-là, par contre, il faut que je les pose à des humains. Parce que j'ai besoin de l'entendre d'un vrai humain. Ça doit être quelque chose en nous, quoi. Ça doit être viscéral. Mais faut pas exclure qu'un jour, l'IA se comporte quasiment comme un humain, hein. On n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt. Une dernière question pour clore cet échange. Mais tu vois, un manager ou un chef qui viendrait te voir un petit peu pour te demander comment, enfin, les conseils que tu lui donnerais pour intégrer l'IA dans sa pratique, tu vois, tu lui donnerais quoi comme conseil? Le conseil que je lui donnerais, c'est d'appliquer de la clarté dans ses consignes. Plus tu es clair dans ce que tu demandes à l'IA, plus sa réponse est pertinente. Comme avec un humain. C'est-à-dire qu'un humain, il a besoin de contexte, il a besoin de comprendre pourquoi on lui demande de faire ce qu'il va faire.
il a besoin de termes précis, il a besoin d'une limite gauche, d'une limite droite. Lia, de mon expérience, ça fait 2-3 ans maintenant, enfin, je sais plus combien de temps on l'utilise, elle a besoin de la même chose. Plus on est précis avec elle, plus on est clair dans sa tête avant d'être clair avec elle, sur ce qu'on attend d'elle, plus elle est pertinente. Voilà, c'est le conseil que je peux donner, mais ce conseil s'applique aussi en management. C'est ça que je trouve intéressant finalement sur l'échange qu'on a eu, c'est les parallèles que tu peux faire entre les deux. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir répondu à mes questions et peut-être à bientôt. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt, ouais. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.